retrouver ensemble, vous allez pouvoir participer à une conférence qui va avoir lieu dans quelques instants, une conférence autour de la naturalisation et du regroupement familial, qui sera donc animée par Alutal notamment. Après cela, vous allez voir, d'un point de vue un peu plus culturel, des jeunes femmes défiler avec des vêtements traditionnels, avec toujours Alutal derrière ce projet, des jeunes femmes habillées en vêtements traditionnels, des jeunes femmes souriantes et magnifiques que vous verrez tout à l'heure présenter donc des vêtements traditionnels. Et de l'autre côté, vous pouvez voir également que la culture est à travers la peinture aussi aujourd'hui. C'est une artiste, Zineba Koulibaly, qui est présente et qui vous présentera tout à l'heure tout son travail formidable de peinture à l'huile, toujours autour de la beauté africaine de manière générale. Elle viendra se présenter. Et puis il y a un peu de musique aussi, hein, puisqu'un après-midi réussi, une soirée réussie ne se fait pas sans musique, bien sûr. C'est pour cela qu'Alutal empruntera encore une nouvelle casquette aux côtés de son ami de longue date, bien sûr, et musicien réputé Enrique Santamaria. Pendant 45 minutes, ils vont vous accompagner musicalement. Et bien sûr, vous pourrez vous lever pour danser un peu terminer en beauté, évidemment, cette journée ensemble, dans un registre afro-caribéen. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu, hein, pendant une première partie, on vous distribuera encore des boissons chaudes, café et beignets. Et un peu plus tard, vous aurez des mets traditionnels africains qui vous seront distribués pour le côté salé, bien sûr. Et tout cela vous permettra aussi d'apprécier cette soirée et de juger, selon vous, ce que vous pourrez apporter dans cette cause. Je rappelle l'éducation, la scolarisation en Afrique, venir en aide à ces enfants qui sont donc notre futur, qui sont les adultes de demain. C'est très important de se mobiliser pour tous ces enfants qui n'ont pas la chance, malheureusement, d'accéder à l'éducation et fait dans des conditions dignes. Donc j'espère que ce soir, aujourd'hui, vous allez apprécier tous ces moments et être très généreux. Je vais arrêter de parler parce que je pourrais continuer comme ça des heures. Donc je veux qu'on commence en applaudissant bien sûr tous les bénévoles qui gravitent autour de ce projet et de ce jour. Et on commence par applaudir aussi très fort Alutal qui va prendre la parole et la directrice de ce centre Paris Anime La Chapelle, Christine Bega. Merci. Paris Anime. Donc Christine, je vais vous laisser présenter votre structure, ce que vous faites, et aussi en tenant à vous remercier d'abord, à la fois pour nous avoir accueillis, mais aussi pour vous avoir impliqués en tant que bénévole. Elle nettoyait, vous l'avez vu, elle présentait, elle pourrait se dire non, débrouillez-vous. Elle était avec nous depuis le départ, on a réfléchi à ce projet, elle est là, et ce qui m'a un peu marqué, c'est qu'elle était à la tâche. Elle était vraiment à la tâche, et vraiment merci beaucoup pour ça aussi, pour l'accueil, et merci d'être à la tâche. Donc on vous considère comme bénévole de l'association Radio et de toutes les associations qui sont là. S'il y a des présidents d'associations que j'ai invités qui certainement sont là et que je n'ai pas eu la chance de voir physiquement, ce serait bien de prendre la parole pour présenter votre structure. L'objectif, c'est de créer de la synergie entre nos mouvements, la synergie solidaire. Quand je suis venu vous parler, on a parlé, le thème qui venait, c'est la solidarité. Solidarité en vue de l'éducation, le droit à l'éducation. On s'est dit que certes, parfois on demande des subventions pour créer des projets, pour réaliser des initiatives dans nos pays d'origine, mais on est immigré, on a la chance d'être ici. Ceux qui sont là-bas n'ont pas forcément la chance que nous, on a. 3 €, ça peut faire un petit sandwich ou bien une boisson. Alors que 3 €, ça permet à un élève dans certains villages d'avoir beaucoup de cahiers pour sa scolarité pendant un semestre. 10 €, c'est toute l'année. Et parfois, nous, quand on ne nous le donne pas, de par une subvention étatique ou administrative ou bien municipale, on ne fait rien. C'est ça qui m'a motivé à initier le Tour de France à Vélo Solidaire, que j'ai fait en faisant plusieurs villes. Ce n'est pas anodin. Il y a d'abord la passion pour le vélo, mais dans chaque ville, de Cannes à Marseille, je suis passé par toutes les petites villes de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Toulon, hier, et j'ai passé aux mairies pour déposer un courrier dans lequel je les explique que dans leur politique internationale de solidarité, il serait bien qu'ils insèrent davantage l'aspect droit à l'éducation. Parce qu'on ne peut pas être dans la démocratie, dans la citoyenneté, tant qu'on n'a pas un niveau d'éducation au moins primaire. L'éducation, ça libère l'individu. Or, on sait que dans nos pays, dans beaucoup de nos pays, il y a certaines zones où aller à l'école, c'est un luxe. Ça ne doit plus être un luxe. Il est du ressort de ces partenaires internationaux d'orienter leur politique solidaire vers le droit à l'éducation. Mais il m'a semblé qu'avant eux, nous aussi, on doit montrer quand même le modèle. Demander toujours, c'est bien, mais on peut faire quelque chose. Donner 10 €, 20 € à des associations fiables. Je sais que moi-même, quand je donne 1 € et que je sais que ce n'est pas fiable, j'ai du mal. Je peux donner 1000 € à une structure fiable pour une cause fiable, mais je ne donnerai pas 50 centimes pour quelqu'un qui va mal s'utiliser. Et ça, c'est globalement le cas de beaucoup de gens.
Parfois, on est trop dans le paranoïa, de sorte que, immédiatement, on dit, ouais, mais comment ils vont l'utiliser? Je suis passé à la radio africaine numéro 1 pour présenter ce projet. Une femme m'a appelé, m'a félicité, m'a dit, faites attention aux Africains. Vous, on a confiance à vous, mais quand vous leur donnez, ils vont maser l'argent. Là, c'est un peu pathétique. Je dis, madame, faites attention à vous-même. Parce que vous êtes dans un paranoïa systémique qui fait que vous vous bloquez. Vous pensez que le diable, il est partout. Donc, il faut avoir la prudence de voir avec qui vous allez travailler, mais il faudra qu'on bouge. Si on ne fait rien, ces actions-là ne vont pas tout le temps compter sur la solidarité, je veux dire les dons. On ne peut plus continuer toujours à demander. Il suffit que des Africains qui sont là, 100 000 Africains, chacun donne 10 euros. Ça fait 1 million d'euros. Ça fait beaucoup de projets à piloter. 10 euros, ce n'est pas beaucoup. Et donc, moi, je voulais créer un projet pilote. À moi seul, je ne peux pas tout faire. Mais de l'expérience, je sais que quand on appelle les gens pour une idée, ils ne viennent pas. Même quand on les appelle en général pour partir de l'idée à la concrétisation, ils sont sceptiques. Mais quand l'idée commence à prendre corps, ils voient qu'il y a du concret. Je voulais en arriver là pour dire que c'est possible. J'ai fait tout seul ce challenge. L'été d'avant, l'été dernier, j'ai fait aussi de Bordeaux à Toulouse, dans chaque mairie, dans 20 mairies, j'ai déposé ces courriers. Et il commence à y avoir des réponses favorables. Comme la mairie de Cannes, qui nous a dit qu'elle va intégrer cette dimension dans sa politique de solidarité associative. Et qu'au prochain festival, ils vont envoyer des courriers à toutes les associations intéressées et aussi le mettre dans le journal de la mairie. Ça, c'est intéressant. Je leur ai dit qu'on n'a pas besoin que vous passiez par moi. Moi, je n'ai pas le temps. Par contre, on pourra vous indiquer des localités avec notre synergie associative où il y a besoin. Moi, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Congo, mais je ne connais pas toutes les problématiques sociétales. D'où l'intérêt de se mettre ensemble pour voir quels sont les lieux où il y a un besoin. Si la mairie de Cannes me sollicitait, je ne vais pas forcément leur dire à mon étour au Sénégal, parce que je suis sénégalais. Non, je veux que là où il y a des besoins. Et pour ça, on a besoin, nous, déjà, de créer cette synergie. La mairie de Toulouse, pareil, le maire m'a répondu. J'ai eu l'audace quand même d'entrer avec mon vélo pour dire que je veux voir le maire. Et quand j'ai parlé du projet, il m'a dit, bon, venez. Et effectivement, il m'a répondu une semaine après pour me dire qu'on va étudier votre initiative, pas pour cet été parce que l'année a été écoulée, mais pour l'année d'après. Et la mairie de Montec. Donc, beaucoup de mairies, ce travail, c'était pour sensibiliser au niveau municipal, pour leur dire, orientez votre politique de développement solidaire dans ce sens-là. Sinon, si vous avez des projets que vous voulez financer, je peux vous mettre en connexion avec des associations fiables. D'où l'intérêt pour moi de créer cette synergie avec des associations que j'ai invitées. Il y a pas mal de présidents d'associations. Tout à l'heure, lors du cocktail, ce serait bien d'échanger à ce niveau-là. Il y aura nos bénévoles qui vont prendre les connexions, les adresses, les contacts des personnes qui veulent participer, soit à titre individuel, soit à titre individuel, soit en tant qu'association. Après, on aura une réunion, mais dans ce sens-là, pour l'été prochain. Le vélo solidaire, qu'il y ait des bénévoles, que je ne sois plus le seul à faire donc, ce tour de France. S'il y a d'autres personnes, mais piloté surtout par des associations. Ainsi, on aura plus de force et que chaque association peut prendre à son sein un projet pilote qui va la concerner. Donc là, tout à l'heure, on va échanger à ce niveau-là. Et c'est l'intérêt de notre rencontre aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas là, des étudiants à moi, par exemple, quelqu'un qui est très loin, qui était mon étudiant à l'Université de Saint-Louis, qui a entendu ce projet sur Facebook et qui m'a envoyé 20 euros depuis là-bas. 20 euros. Normalement, aussi, ça n'est pas la peine de l'envoyer. Et je lui dis, n'envoie pas plus. Les frais, tout ce qu'on a dépassé pour envoyer le vélo, tout ce qu'on a dépensé, les petites sommes, c'est des bénévoles. Le vélo qu'on a acheté pour le faire, c'est lui et mon secrétaire général de l'association M. Daman Zegnoun. Il n'y a aucune subvention. On s'est dit qu'on va partir de nous-mêmes pour donner un modèle. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec 5 euros, avec 10 euros. Donc tout à l'heure, il y aura des bénévoles aussi toujours, qui sont là, qui sont avocats et autres, qui sont médecins, il y a toutes les professions dans cette salle, mais qui sont là en tant que bénévoles, qui vont passer pour demander aux gens, avec le bon nom qui seront mis à côté, de participer à ce challenge-là. Il y a déjà de l'argent qui a été récolté. Nous-mêmes, je commençais par lui, je lui dis, charité bien ordonnée, certes, commence par soi, mais quand on invite les gens à la solidarité, on doit y commencer. Je lui ai donné à 15 euros, on peut avoir un sac à dos rempli de fournitures scolaires pour un élève pendant 1 an. C'est un summum, mais on peut donner 10 euros, 5 euros. Je lui dis que nous, on va commencer à sponsoriser 10 élèves. Il faut donner 150 euros et moi je donne 150 euros. Avant de dire aux gens, donnez 10 euros, nous-mêmes on donne l'exemple. Et on l'a donné, et c'est avec notre ami juriste, Maître Gomis, qui est là-bas. Maître Clémentine Gomis, vous pouvez vous présenter. Levez-vous, on doit vous remercier aussi. Je vous demande de l'applaudir. Pourquoi? Parce qu'elle a été avec nous, avec ses amis, Nampeli, qui sont derrière Kumba, qui vient de Lyon, Mademoiselle Manga aussi pareil, qui est là, qui est de Paris, Dienaba et la deuxième Dienaba, Maoué, que je remercie, qui m'a dit que moi, je suis ponctuel, 14h pile, je serai là-bas. Et je pense que vous pouvez témoigner qu'elle était là à 14h00, même moins 5. Tout ça, c'est des bénévoles qui, effectivement, partagent ce challenge-là.
Et Clémentine Gomis, maître Gomis aussi, nous a aidés par rapport à ça depuis longtemps. Ce qui dit que même avant l'événement, il y a des gens qui ont commencé à donner et qui ne sont pas là. Il y a une amie qui est à La Réunion qui a aussi envoyé l'argent que j'ai donné à Clémentine pour qu'elle pilote tout. Donc tout ce qui est cash, on va comptabiliser pour dire voilà ce qu'on a pu avoir. Tout ce qui est promesse de don, les gens qui vont donner plus. Ça se pourrait que dans la salle, il y ait des millionnaires, des futurs héritiers qui vont nous donner des 1000 euros, 4000 euros, on prendra. C'est mieux que de faire des événements avec des entrées gratuites. L'entrée gratuite, c'est ponctuel, c'est factuel. Donner 10 euros, 15 euros, ce n'est pas intéressant. Dans cette salle, si on est 100, ou bien 60 fois 10, c'est 600 euros. On pourrait le donner à nous seuls. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas ce que je veux. 600 euros, je pourrais les donner. Mais c'est créer cette synergie et que de là, il peut y avoir d'autres connexions. Quelqu'un qui est dans un conseil municipal qui va parler de notre projet, ainsi de suite, qui peut avoir des dons de fournitures scolaires. Et ça, on va les collecter en les confiant à des associations qui vont se charger de les acheminer là où il y a besoin. C'est un projet pilote, on va choisir que 2 localités parce qu'il n'y aura pas des tonnes de fournitures scolaires. En l'occurrence, l'association de ma sœur Ndiémélam qui est là-bas, Ndiémé pouvait... Ndiémé, voilà, il ne peut pas se lever. Donc voilà, Ndiémélam qui est présidente d'une association qui s'occupe d'insertion de personnes handicapées, ici et dans nos pays d'origine. Elle est très active dans ça. À chaque fois qu'elle m'a sollicité, je viens parce qu'elle travaille sans beaucoup parler. C'est une femme pragmatique. Et donc j'ai su pendant des années ce qu'elle fait et j'ai choisi son association pour qu'elle puisse être notre tremplin pour aider des enfants handicapés en Afrique. On va choisir une localité à bénéficier de l'eau de fourniture scolaire. Parce que le droit à la scolarité ne peut pas souffrir davantage d'un handicap. L'handicap physique ne peut pas aussi souffrir davantage d'un handicap social. Or, le fait de ne pas aller à l'école, c'est un handicap social. On va aussi choisir une autre localité au sud du Sénégal où il y a des tensions qu'on connaît en Casamance et il y a des peines qui sont indicibles. Et des gens qui, par rapport à la crainte, par rapport à l'isolement et par rapport même à l'ignorance des États, de nos dirigeants, des réalités sociétales, souffrent de ce défaut de scolarisation. Nous, on va faire un geste. Et ce geste-là, on veut le reproduire dans plusieurs pays, dans plusieurs localités. Donc, c'est l'intérêt de notre réunion aujourd'hui. Mais comme je suis toujours dans l'idée de faire l'utile et l'agréable, comme on l'a dit, on est dans la logique d'intégration aussi. Et qui dit intégration en France, dit la possibilité de mener son droit à une vie privée familiale normale. Là, je vais y revenir, ce sera le propos de mon intervention. Ça renvoie à ce qu'on appelle le regroupement familial. L'intégration au summum, l'intégration pour que ce soit vraiment parfait, ça peut aboutir à l'accès à la citoyenneté française. Et l'accès à la citoyenneté française peut se faire avec plusieurs voies. Aujourd'hui, on va traiter une des voies de l'accès à la citoyenneté française, à savoir la naturalisation. On répondra à toutes vos questions. On a dit conférence, mais ce n'est pas le mot qu'il faut. Ce sera un atelier. Ça veut dire que quelle que soit la question qui vous préoccupe, vous aurez la réponse ici parce que vous avez en face de vous un expert de la situation. Si vous voulez divorcer, ce ne sera pas moi. Je vous enverrai voir Maître Gomis ou Maître Manga. S'il y a quelqu'un qui vous frappe, s'il y a des violences conjugales, je vous donne des conseils, mais cela ne m'intéresse pas. En droit comme en médecine, il y a des spécialisations. On ne peut pas être spécialiste et excellent dans tout. Moi, je suis très bon en droit des affaires et je suis très bon en droit des étrangers. Je n'ai pas de mal à le dire. Par contre, je peux être moyen ailleurs et j'envoie à des gens qui sont meilleurs ailleurs. Donc aujourd'hui, ceux qui sont là ont la chance d'avoir en face d'eux quelqu'un qui connaît la matière et qui est généreux parce que dans le sens où on doit coacher notre communauté, on doit donner l'essentiel à notre communauté. Ça ne va pas empêcher les spécialistes de travailler. Quelqu'un qui connaît ses droits aura plus tendance à défendre ses droits. Si on ne connaît pas ses droits, on pense que ma nationalité a été rejetée. Ah, c'est une faveur, je laisse tomber. Alors que dans cette cas de figure, quand on remplit les critères, l'administration a les compétences. Avec des institutions culturelles pour avoir un accompagnement, un accès à des tarifs pas nécessairement gratuits, mais à des prix très très intéressants qui sont de l'ordre de 2 ou 3 euros pour permettre à tous d'aller dans des lieux dédiés à la culture, et pas de la culture au rabais, la vraie culture, donc dans des institutions. Voilà, moi mon travail il consiste beaucoup à ça, à apporter la médiation culturelle et passer par des interlocuteurs dans ces lieux qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider. On a de l'accompagnement à la scolarité, on accueille aussi beaucoup de groupes pour de l'apprentissage du français langue étrangère et alphabétisation. Et avec ces élèves, on essaie vraiment de faire qu'ils ne soient pas juste là pour assister à un cours, à venir apprendre le français 3 fois par semaine, mais qu'ils soient partie prenante de la vie de la structure et qu'ils soient aussi associés à tous ces temps forts qu'on essaie de mettre en place. Donc on accueille aussi des compagnies en résidence qui sont là pour présenter leur spectacle, pour organiser des concerts. Dimanche prochain, on a un concert qui est aussi ouvert à tous. Voilà, donc voilà. Moi je suis à votre disposition si vous avez des demandes, si vous avez des souhaits, des attentes, si vous voulez mettre en place des projets.
Là, on a une exposition d'un photographe qui a travaillé avec des migrants, des demandeurs d'asile autour de la représentation de leur quotidien ici au travers de la photographie. Et par exemple, samedi prochain, là où vous êtes, on aura aussi une conférence, débat avec des enfants, avec des adultes, autour aussi de ces représentations qu'on peut se faire de la ville, des quartiers, de là où on est au travers de la photographie. Voilà, donc on essaie vraiment d'associer les différents acteurs. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que comme je suis toute seule, là j'ai une stagiaire à l'accueil, je ne vais pas pouvoir la laisser non plus trop longtemps, mais je vais me joindre à vous, je vais vous laisser démarrer votre première séquence de travail, et je viendrai me joindre à vous à différents moments sans interférer. Et pour ceux qui le souhaitent, voilà, je suis à votre disposition à la fin de votre journée. Voilà, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Olivier Mélan. Je suis la présidente de l'association Insertion Handicap. Donc, au début, je vais me présenter. Donc, je présente aussi Mamia Nias aussi, qui est une association. Je la laisse aussi se présenter. Parce qu'on travaille ensemble, on a fait plein de choses ensemble pendant qu'on faisait des récoltes dans les magasins. Elle était tout le temps avec nous. Quand on était sur place aussi au niveau du Sénégal, on a été à Louga. On a fait le tour de Dakar aussi pour distribuer des fournitures scolaires. On était ensemble. Elle a cotisé aussi pour la première fille qu'on a payé sa scolarité, qui s'appelait Yoni Jong, et malheureusement qui est décédée parce qu'elle était lourdement handicapée. Donc c'est elle et moi qui ont cotisé pour la première fois pour lui payer sa scolarité. Donc je la laisse se présenter. Bravo. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Madame Nias. Je suis Madame Nias. Je suis présidente de l'association Solidarité Handicap. Je travaille avec celle de Ndjémélam. On est en partenariat. On partage beaucoup de choses. On a presque les mêmes choses. On partage beaucoup de choses ici, aussi bien ici qu'au Sénégal. Et puis on donne en plus au Mali, souvent en Côte d'Ivoire, à des associations aussi. On fait beaucoup de choses. On partage plein de choses. Je ne peux pas énumérer ça. Voilà, je ne peux pas énumérer ça parce que c'est beaucoup. Je vous remercie. Voilà, quand elle parle de choses, donc c'est par rapport au matériel orthopédique. Parce qu'on récupère aussi dans des centres des matériels orthopédiques. Si nous, on ne peut pas acheminer, on fait appel à d'autres associations qu'on partage avec eux. Donc si elle parle d'autres choses, c'est du matériel orthopédique parce qu'elle travaille dans le centre de rééducation. Voilà, centre de rééducation. Donc elle récupère pas mal de matériel qu'elle me donne, moi je donne, elle aussi elle donne. Donc on partage avec toute l'Afrique. Merci Niaga. D'accord, parfait. En tout cas, merci beaucoup et on aura l'occasion de vous revoir pour retravailler. Donc pour le bol solidaire, c'est moi, oui. Elle se donne, elle va prendre ça. Il va prendre votre nom aussi, comme ça on vous... Parce qu'après, toute personne qui aura participé, on reviendra vers vous, soit faire un petit verre pour expliquer et donner les photos de comment ça a été utilisé. Ce sera probablement avec votre association normalement, mais c'est ça tout ce qu'on demande. Donc vous pouvez le donner à elle. Demande la photographie, la première photo s'il vous plaît. Merci. Je voulais faire une photo avec notre soeur. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. Donc tout à l'heure, elle va passer donc, le bol solidaire. Vous pouvez garder le bol là. On y va, Diana, c'est bon. D'autres associations qui veulent présenter. Une association qui voudrait se présenter dans la salle, ou une personne qui a un projet associatif, un projet humanitaire en cours aussi peut-être. Il y a un domicile. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je me présente, je suis Oumar Seda, donc j'ai une association en cours. Ok, j'ai pas l'habitude. Ouais. Ok. Comme je dis, j'ai une association en cours, donc j'attends juste la préfecture qui me délivre, je crois que c'est le numéro d'aval. En fait, c'est une association que j'ai dédiée à
à mon village en fait. Parce que moi je suis du sud du Casamance. Donc comme il y avait la guerre et il y a des villages où il n'y a pas d'école, les enfants ils étudient en plein air. Donc c'est pour ça qu'avec deux de mes camarades, on a décidé de créer cette association pour aider ces enfants à être à l'école et avoir de meilleures conditions de vie comme nous. Donc voilà, comme je n'ai pas l'habitude de parler donc voilà, donc c'était juste pour me présenter. J'espère qu'avant la fin de la conférence ou de l'atelier... Comment s'appelle votre association? Ça s'appelle Asmaou. En fait, c'est du nom de ma mère et de ma sœur. Ma mère, c'est une grande dame. Bon, je ne l'ai pas connue, c'est mes sœurs qui me disaient comment elle était. Donc j'ai décidé de créer une association en son nom parce qu'elle était très généreuse. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Donc elle préférait les autres que ses propres enfants. Donc ça m'a inspiré en fait à créer cette association. Et ma sœur aussi, pareil, elle est décédée il y a 2 mois. Elle aussi, elle était franchement... Bon, je ne suis pas l'égal de Mère Teresa, mais elle était... Oui, ouais, donc, c'est une référence. Ah oui, donc c'est c'était des grandes dames, des généreuses. Donc j'ai décidé de suivre leur chemin. Donc c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va échanger tout à l'heure, c'est très bien. Vous leur rendez bien hommage à ces femmes qui vont vous éduquer. Très bien. C'est toujours bien de prendre comme référence une personne qui avait ces valeurs-là, de générosité, des valeurs d'être là pour les autres, pour autrui, ça c'est très bien. Comme une amie qui est dans la salle que j'ai aidée aussi pareil, qui a pris comme référence Massa d'une association, qui est une référence de son grand-père qui était dans cette même dimension. On a l'impression que vous dites c'est la même personne mais au masculin. On peut encore l'applaudir s'il vous plaît, merci. Pour commencer, je pense aussi, il n'y a pas d'autres, au fur et à mesure, sinon au niveau du... Ah, il y a une personne qui veut. Moi, c'est Alassane Koulibaly. Je suis en master en littérature. Et j'ai comme pour projet de créer une association dans le but de promouvoir un peu la culture au sein des universités en Côte d'Ivoire. L'un des faits qui m'a marqué chez moi, c'est qu'au niveau de l'université, il n'y a pratiquement pas de bibliothèque. Ce qui a été l'un des facteurs pour moi de venir ici en France. Donc étant ici, au vu de toutes les bibliothèques que j'ai pu fréquenter, avec des amis de l'école, on a décidé de mettre une association en place, histoire de faire des demandes au niveau des différentes bibliothèques, pour voir si on pouvait récupérer des livres et les acheminer dans les différentes universités en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce que je suis en train de mettre en place. Voilà. Comment s'appelle l'asso? Bon. Pas encore de nom, c'est un projet. Bon, il y a un nom, mais bon, comme on est pratiquement des étudiants ivoiriens, donc on a essayé de partir de là, Association des étudiants ivoiriens de Paris 8. Très bien. Voilà, histoire de... Très bien. De récupérer quelques livres. Très bien. Merci beaucoup. En fait, c'est bien de parler. Applaudissez s'il vous plaît. Et je connais bien cette problématique pour avoir été étudiant d'abord et pour avoir été aussi enseignant dans des universités comme celle de Dakar, l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop et l'université de Saint-Louis. Et moi, j'ai été confronté à ce problème de documentation. Il n'y en avait pas assez et il y avait les égoïstes. Vous voyez, quand on est juriste et qu'il y a l'ami ou bien les dalos, c'était déchirer les pages. Les gens déchiraient les pages, soit c'est les professeurs parfois qui ne les rendaient pas, soit c'est les étudiants qui déchiraient. Et je me rendais compte que non seulement c'était déchiré, mais c'était d'anciennes éditions qui n'étaient plus à jour. Et ce problème-là, j'ai essayé d'avoir une initiative personnelle avec un juriste que tout le monde va connaître, tous ceux qui ont fait du droit, Gérard Cornu, et qui, à un moment, m'a dit, je vais vous donner toute ma bibliothèque. Voilà, dans quelques années, je vous donnerai. Et après, j'ai dit avec plaisir. Quand on dit Gérard Cornu, qu'on est un juriste en France ou bien ailleurs, on ne peut pas l'ignorer. Avec un autre juriste qui s'appelle Vincent Azé, pareil, spécialiste qu'on ne peut pas ignorer quand on fait du droit international, directeur de l'Institut des assurances de Paris, qui m'ont promis beaucoup de livres. Et Gérard Cornu, qui est à son âme, il est décédé. J'étais au Sénégal en train de donner des cours. Il ne l'a pas oublié. Dans sa succession, il a dit que toute sa bibliothèque, c'est pour le projet pour l'envoyer en Afrique. Il a laissé mon nom. À mon retour, sa femme n'arrêtait pas de m'appeler. Je pars dans ces arrondissements voir qu'il y en avait trop. Pour ma bibliothèque, c'est juste quelques livres. C'est comme tout ça. Ça peut vraiment faire la bibliothèque d'une université. Mais il n'y avait pas de volonté de l'autre côté. Moi, quand c'est 1000 €, mon village, je peux le financer. Comme on a fait avec Daman pour les ordinateurs. Contre la fracture numérique, on a pris des ordinateurs. Mais je ne pouvais pas, pour une université comme Dakar ou Saint-Louis, prendre des gros livres, vous les voyez, les Dalos, pour les envoyer. J'ai proposé, il n'y a pas eu de retour au niveau universitaire. Et pour être honnête, je ne veux pas prendre un héritage si je ne peux pas en faire bénéficier l'acquis des droits. Donc j'ai décliné. D'autres personnes ont utilisé ça vers d'autres pays. Ça c'est très dommage alors que ça répond à un vrai besoin.
Ce que je vous dis, ça remonte à plusieurs années. C'était vers 2006, 2007, 2008. Et après, aussi pareil, jusqu'à 2010, c'était possible, mais après, au-delà, il fallait avoir l'honnêteté de ne pas prendre ça, ce n'est pas pour des raisons personnelles. Mais pour rejoindre votre propos, je connais l'intensité et la gravité de ce besoin. Si on n'a pas accès à une bonne documentation, la formation elle est un peu bancale. Elle se limite à Internet. Or, ça ne suffit pas pour être spécialiste. Donc, votre projet, il est pertinent. On peut en parler pour voir comment on peut développer ça. Donc, vous avez bien fait de prendre la parole. Je pense que ça rejoint le droit à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas que primaire. L'éducation, c'est jusqu'à l'université, jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Si on n'a pas les outils et tous les ingrédients pour se former, on va être médium. Or, dans la vie actuelle, on n'a plus le droit d'être moyen. On doit être excellent. Si on n'est pas excellent, il faut mieux voir les mêmes. Être même agriculteur, il faut être excellent. Sinon, on va vivoter. Alors que là, on doit vivre. La connaissance, elle appartient à tout le monde, elle est accessible. C'est à nous de faire cet effort-là. On a la chance, nous, et la possibilité de créer cette synergie. On doit le faire. On ne peut pas s'ignorer à rester là, avoir une belle voiture, aller au McDonald's, avoir une belle copine, aller avec sa belle Diana tous les deux semaines en vacances. On peut penser à autrui. Et autrui, c'est toujours nous. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. Et je ne veux pas que tout le temps être seul à faire. Il y a des gens qui ont la même volonté que moi. Là, je suis là en train de faire une conférence. Les ateliers que je fais, les étudiants en sont là. Je suis payé pour les ateliers, je redis, c'est notre travail. Mais ça ne m'empêche pas de donner de ce qui m'appartient, de donner à ma communauté. C'est un engagement. Et je ne perds pas du tout en le faisant même. Je me rappelle, il y a des amis qui sont maintenant avocats. Quand j'étais dans des foyers, je venais d'arriver étudiant, je fais des droits des étrangers, je vais mercredi, 2 jours après, je suis dans un cabinet d'avocats. Toujours la chance d'avoir une connexion avec une professeure qui était prof de moi au Sénégal. Et je me dis que tous les étrangers doivent avoir un papier. Parce qu'ils nous ont colonisés. Ça, c'est l'idée de l'étudiant fougueux. Et donc, dans le cabinet, je faisais tout pour aider les gens. J'aidais dans les foyers et les gens me disaient que tu perds ton temps. Ce que tu fais, la gratuité, là, à l'hôpital. Il faut se focaliser à l'essentiel. Tous les foyers d'Île-de-France, ils me connaissent parce que je me forgeais à les aider. Mais je ne perdais pas mon temps. Non seulement j'augmentais ma compétence au niveau du droit, parce que le droit, on ne peut pas le faire avec des livres, ça ne se limite pas. On apprend les faits. Le droit sans les faits, ce n'est que chimère. Ça veut dire qu'on reste théorique. Tout juriste spécialiste qui ne fait que ça va se retrouver avec les mêmes mémoires, avec les mêmes développements, les mêmes dissertations, les mêmes devoirs que n'importe qui. Il faut aller dans les faits. Comme je me suis plongé bien dans les faits, cela m'a donné une bonne compétence. Et à la fois, il y a la compétence, mais il y a la gratitude. Quand le ministère, au temps de Nicolas Sarkozy, avait besoin d'un spécialiste qui connaît les raisons au niveau des foyers, ils sont partis faire des enquêtes, parler avec eux. Mon nom revenait souvent dans tous les foyers. Et c'est ainsi qu'ils m'ont appelé pour me dire que oui, on dit qui vous êtes dans vos démarches, je me dis c'est Mouchetal. Quand on a le dossier, c'est lui, Mouchetal, ils m'ont appelé. Et c'est ainsi que j'ai été associé à des comités interministériels avant la première édition du Code des étrangers, qui organise toutes les réglementations concernant le droit au séjour et la nationalité. C'est une longueur d'avance. Quand on participe à la construction d'un code, on a une longueur d'avance sur quiconque. Pourquoi j'ai lu et grâce à qui? Grâce à ces gens dans les foyers que j'ai aidés. Donc finalement, je n'ai pas perdu mon temps. Et mes collègues qui sont devenus avocats, ils l'ont senti maintenant. Il faut donner, même quand on donne dans son travail, on ne perd pas. Le retour de l'ascenseur viendra ipso facto. Donc effectivement, c'est dans ce sens que nous, on doit agir. Et c'est ça qui me plaît dans ces rencontres-là que j'organise au moins 1 à 2 fois par an pour qu'il y ait cette synergie. Parce qu'après nous, on n'a pas passé notre temps, on est encore jeune, à la quarantaine, mais je veux dire qu'il y a des jeunes qui viennent à 18 ans, on doit les coacher dans ce sens-là. C'est ça la motivation principale. Et aussi, voilà, retourner un peu la tête pour là-bas. Oui. C'est en ce sens qu'on demande à tout un chacun ce qu'on peut. De 5, 10, 15, 50 euros, même 1000 euros, on prend. Ça ne nous dérange pas. Je voudrais juste ajouter quelque chose aussi, faire un petit parallèle, parce qu'aujourd'hui, en 2019, il y a toujours ces flux France-Afrique. Différents flux, les flux humains, les flux de connaissances, on parle d'éducation. Tous les sujets sociétaux, parce qu'on agit d'abord ici, parce qu'actuellement, on a choisi d'être ici en France, et il faut travailler des choses à partir d'ici. Donc, aujourd'hui, ça tombe bien, on est réunis tous ensemble. C'est la période du grand débat national. Vous avez peut-être derrière vos téléviseurs hier. Et c'est des questions importantes parce que le changement, il se fait à partir d'ici, surtout vous qui avez l'habitude de faire ces flux justement en France-Afrique. Et voilà, je voulais dire en parallèle, n'hésitez pas, parce que toute occasion à un débat, et c'est le cas aujourd'hui. Si vous avez vos applications, vos comptes Twitter, de tweeter vos propositions, vos inspirations d'idées. Voilà, hier par exemple, il y avait la proposition de mettre un taux de nationalisation. Cette proposition a été faite et on sait que ça peut avoir des impacts et des conséquences aussi sur nos frères et sœurs migrants. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des inspirations, des idées, et signalez aussi que vous êtes là en train de parler, de débattre de ces sujets sociétaux.
Voilà, tout simplement. Je pense que là, maintenant, il est temps d'entrer dans le vif. Il y a un dernier avec une intervention d'Eladj. Bonjour à tout le monde. En fait, je voulais juste, comment dirais-je, profiter de cette occasion. Je me présente, je suis M. Gaï Eladji Ségou. Je suis étudiant-chercheur à l'Université de Versailles 50 et un ami à M. Aliuta. Et avant d'entamer mon propos, j'en profite pour féliciter et saluer mon ancien collègue de Dianebo, Africa Numéro 1, c'est eux qui m'avaient accueilli pour faire mes pratiques digitales. Et je vous remercie, M. Tal, et je vous félicite surtout de cette belle initiative, parce que moi je demande à toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle-là de vous créer franchement une très 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 longue vie, une bonne santé, parce que l'Afrique a besoin de vous. Parce que moi je ne parle pas uniquement au nom du Sénégal, non, moi je suis panafricaniste. C'est la raison pour laquelle mes premières applications pratiques ici en France, je les fais à la radio Africa Numéro 1. Donc cela explique que ma présence ici n'est pas quelque chose de fortuit en fait. Je vous félicite. Vous êtes quelqu'un que tout le monde doit prier, que vous ayez une très longue vie. J'en profite aussi pour vous parler d'un projet qui est en cours, parce que mon domaine de compétence est à la fois, comment dirais-je, sportif, parce que je suis diplômé du management du sport, de la FIFA, et c'est un peu à la fois sportif et éducatif, parce que, comme vous venez de dire tout à l'heure, il ne faut jamais oublier vos sources, parce que moi je suis né à Diourbel, j'ai grandi à Diourbel. C'est après que j'ai vécu un peu à Dakar avant de venir ici en France. C'est la raison pour laquelle je suis en train de travailler avec des amis pour mettre en place un projet sportif, de créer un centre sport-études. Parce que peut-être que toutes les personnes qui sont dans cette salle, ils n'ont pas appris l'histoire de Sadio Mané, mon cher Sénégalais qui joue à Liverpool. À l'époque, sa vocation c'était de jouer au foot, mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait même pas les moyens de mettre des chaussures. Donc moi, quand j'ai appris cette histoire-là, et comment je me donné la chance de m'être formé dans ce domaine et d'avoir peut-être des contacts comme Jutal, je me suis dit pourquoi pas d'essayer de mettre en place un projet comme ça. Ça va être un centre de formation qui va aider les jeunes qui ont le talent, mais en même temps aussi qui aiment le football, de pouvoir les récupérer pour leur former. En même temps, d'être formés du moins, à la fois dans le domaine éducatif et sportif. Et comment dire, nos cibles, ce n'est pas uniquement le Sénégal. Non, moi je suis panafricaniste. On va essayer de donner la chance à tous les jeunes africains. Parce que dans cette salle-là, ce n'est pas que les Sénégalais qui sont là. Oui, ça c'est oui. Voilà, donc je suis là. Si quelqu'un serait intéressé pour travailler dans ce projet-là, vous pouvez comment dire, contacter M. Tal ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais revenir sur le fait que dans cette salle, il y a toutes les nationalités. Oui. Effectivement, moi je vois la liste des inscrits. Quand on va ici sur toutes les personnes qui sont inscrites, je vois à travers les noms et à travers les personnes que je connais, on a du tout. Depuis les Comores, en commençant par ma soeur, Mme Sigaï. Vous n'êtes pas la seule Comorienne, je sais qu'il y a d'autres Comoriennes dans la salle. Et en Afrique, il y a mon ami Enrique, donc, voilà, qui est colombien, notre claviste qui est péruvien. Il y a toutes les nationalités. Martin et François aussi. En fait, il y a toutes les nationalités, c'est ce qui est bien. C'est représentatif des étrangers. Et il y a les amoureux de l'Afrique aussi. Merci, c'est le mot que j'allais dire. Les amoureux, les afrophiles qui sont là et qui les accompagnent depuis toujours. Donc c'est ça qui est bien. Il faut vraiment s'ouvrir. C'est le premier pas de l'intégration. Si on se ferme trop, dans un pays d'accueil, pour moi, l'intégration a été échouée dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'on va se dépouiller de soi-même, de ce qu'on est. On va y venir parce que vous allez avoir des spécialistes qui vont vous dire que voilà, pour avoir la nationalité, il faut s'acculturer. L'acculturation, ça ne veut pas dire l'assimilation, c'est de l'amalgame. L'acculturation, c'est priver carrément, c'est dépouiller de ce qu'on était avant. Même pour parler français, j'ai vu quand j'étais étudiant ici à Nanterre, je voyais des filles comme Djenaba qui parlaient avec des livres, avec comme ça les dents entre les dents, le sourire entre les dents. Et ils disaient, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pour notre accent, on doit l'enlever pour les entretiens d'embauche. Ils se fatiguaient. Au-delà de ça, de l'accent, ils continuent finalement, ils feraient des chercheurs plus que même les Français ne font des chercheurs. On n'est pas obligé de faire ça pour s'intégrer. L'accent, c'est pas grave, il faut bien juste se faire comprendre malgré son accent. C'est pareil pour les jeunes chemins. Porter un djellaba, un grand boubou, c'est ce que je voulais faire, mais il fait froid. Donc, mais sinon, j'aurais aimé aujourd'hui venir avec ça. C'est un charme.
pour le pays d'accueil de voir des éléments d'extraordinarité qui vont compléter. L'intégration, c'est juste accepter les règles du pays d'accueil, les règles à la fois juridiques que les us et les coutumes. Et c'est un premier pas pour s'intégrer. Je voulais juste dire que je vais demander à aussi les bénévoles Gansiri ou Maoué pour la salle, si en même temps vous pouvez leur préparer du thé, parce que voilà, parce que les gens peuvent avoir la timidité, si vous pouvez leur proposer en même temps qu'on continue. Très bien. Okay. Donc là, on va commencer par rapport à l'atelier sur les 2 points qui nous réunissent aujourd'hui. Et après, il y aura des questions. Comme je l'ai dit, c'est un atelier, c'est interactif. Ce qui m'intéresse dans ces débats, c'est toute question, quelle qu'elle soit. Voilà. Il ne faut pas hésiter, même si elle est hyper technique, tant que ça reste dans le champ, vous aurez la réponse aujourd'hui. Voilà. Donc c'est sous forme de consultation que je veux que ce ne soit pas de manière unidirectionnelle. Je vous donne le contenu et après au revoir. Donc je vais faire un exposé pour rappeler quelles sont les conditions de la loi par rapport au regroupement familial et aussi un exposé concernant la naturalisation avec les dernières évolutions législatives. Et ensuite on va faire une pause pour parler donc de la photographie. Il y a notre ami Kumba et Gansiri qui vont présenter 2 modèles. Et aussi notre ami Djenaba qui va nous présenter les tableaux que vous voyez là, qu'elle a réalisés. C'est vraiment épatant. C'est de l'élégance de loin. Même à travers le lion et la lionne, on sent l'élégance africaine. Donc elle aura l'occasion de présenter cela tout à l'heure. Donc moi je vais commencer sans tarder le propos. On va parler de regroupement familial, puis de naturalisation. Quand on est étranger en France, pour y vivre, vous le savez, il faut prouver qu'on a un droit au séjour. On ne peut pas rester en France si on ne peut pas prouver qu'on a un titre pour y rester. Ça veut dire soit un visa qui est en cours de validité, soit un titre de séjour. Ce sont les conditions pour ne pas être retenu en rétention, dans les centres de rétention, ou bien maintenant, en cas de contrôle d'identité, il y a ce qu'on appelle la retenue pour vérification d'identité, qui était de 16 heures, qui maintenant va jusqu'à 24 heures. Donc si vous, je commence par ça parce que c'est très important pour vous dire des préalables. Avant de s'intégrer, il faut d'abord avoir un droit de séjour. Or, on peut penser que ce droit de séjour, ce n'est pas imminent. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans le mirage. Pourquoi? J'étais malade, gravement malade, la fin d'année, et il y a une Sénégalaise qui m'a appelé, pratiquement à l'âme. Elle partait au travail, un contrôle à Beauvais, après, contrôle d'identité, retenue, assignée à résidence. Ça veut dire qu'elle doit se pointer à la police régulièrement, 3 fois par semaine, pour prouver qu'elle ne va pas s'évader, elle ne va pas s'éclipser, en attendant son éloignement. Pourquoi cette femme a été victime de cette situation? Ce que j'appelle le mirage. On n'a pas un titre de séjour, mais on a tellement de familles ici qu'on n'a pas de problème de logement. Donc ce n'est pas urgent. On travaille dans un salon de coiffure, on gagne 1 400 €, donc ce n'est pas urgent. Elle avait une promesse d'embauche, mais elle dit oui, je vais attendre pendant 5 ans. Si elle avait pris la précaution même d'envoyer un courrier à la préfecture pour dire que je sollicite un titre de séjour, elle a rempli des critères de régularisation par l'admission exceptionnelle au séjour, par le travail. Elle a fait 5 ans en France, elle a eu des bulletins de paie, certes avec un papier qui n'était pas son papier, sous alias, mais maintenant, même quand on travaille avec le nom d'autrui, on peut être régularisé si on parvient à prouver que c'est nous-mêmes qui avions utilisé les papiers des X pour travailler. Elle avait ces éléments-là, mais elle était dans un rêve, elle se mettait dans une autre personne. Voilà. Et ce qui a fait que les policiers lui ont dit que même si vous nous avez donné la preuve que vous avez entamé une démarche, on ne vous aurait pas retenu. Mais malheureusement, vous n'avez rien, on doit vous embarquer. J'étais obligé, malade, avec une tension de la fièvre, de me lever pour aider cette dame, pour essayer de bloquer avec une interdiction de séjour de 5 ans, un signalement dans tout le système européen. Ça veut dire que c'était assez grave pour elle. Moi, je l'en avais un peu voulu, mais il faut réparer. Je ne la connaissais pas avant. Ce que j'ai pu faire, c'est un recours. Le tribunal se prononce dans les 72 heures. On a pu lever l'interdiction. C'était très bien. Après, il fallait se travailler pour l'assignation. J'ai fait une demande pour qu'elle puisse avoir l'aide juridictionnelle avec un avocat. Mais je donne cet exemple pour dire qu'il faut prendre la précaution dès le départ. Soit on a un titre de séjour, soit on prouve qu'on a fait une demande pour avoir un titre de séjour. Il n'est pas bon de circuler comme ça, quelle que soit la situation qu'on a. On se dit que l'enfer, c'est pour les autres. Tant que je n'ai pas de contrôle, effectivement, l'enfer, c'est pour les autres. Mais les jours où on va l'avoir, on va s'en vouloir de n'avoir pas été assez dégourdi pour s'occuper de soi-même à travers une demande de titre de séjour. On sait que ce n'est pas simple. Beaucoup de préfectures, parfois maintenant, ont dématérialisé la procédure pour demander un titre de séjour. Il faut prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous peut prendre 6 mois. Ça veut dire que le système vous maintient dans l'irrégularité. Néanmoins, quand ça vous arrive, ce que je conseille, c'est d'envoyer au moins un courrier pour signifier que vous demandez un titre de séjour. En recommandé avec acte de réception. Vous le gardez. En cas de contrôle, avec l'accompagnement d'un avocat, ce document pourra vous aider pour bloquer toute procédure d'éloignement.
Ça, c'était éliminé avant de commencer sur le propos. Parce qu'avant de tout ce que je dis, ça suppose que la personne a déjà un droit à séjour. Quand vous avez un droit à séjour, votre vie ne se limite pas à vous. La vie, c'est avec la famille et les proches. Il peut arriver qu'à un certain moment, on a envie de faire venir une partie de sa famille. Ça peut être la famille nucléaire, directe, ça veut dire conjoint, ou bien les enfants, ça peut être des proches, les ascendants ou les descendants, ou même la famille collatérale, les familles et les frères et sœurs. Mais le regroupement familial, ça veut dire quelqu'un qui a un droit au séjour, qui a des moyens de subsistance, il a le droit de faire venir des membres de sa famille ici en France et partout en Europe. Cela relève d'un droit fondamental. Quand on dit droit fondamental, dans l'architecture des normes juridiques, il y a des règles qui sont plus fortes que d'autres. La loi est plus forte que le décret qui l'applique. Le décret est plus fort que l'arrêté. Et la loi elle-même, elle est moins forte que la Constitution qui est une règle fondamentale qui régit les règles de la société. Cette même Constitution peut être écartée s'il y a une règle supranationale, ça veut dire qu'il y a des dispositions internationales ou communautaires qui donnent des ordres que le droit interne doit respecter. Il en est ainsi par rapport à notre propos du droit au regroupement familial, qui relève d'une disposition communautaire, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dit que toute personne a droit à une vie privée et familiale normale. La France a transposé ces dispositions dans son corpus juridique, dans son droit interne et dans plusieurs dispositions, qui font que si vous montrez que vous avez un droit à séjour, si vous montrez que vous avez un travail, vous pouvez vivre par vous-même, sans dépendre des minima sociaux. Si vous montrez que vous avez un logement décent dans les normes qui sont pratiquées ici en France, on ne doit pas vous refuser le visa long séjour avec une procédure à respecter, avec l'Office français de l'intégration et de l'immigration, ici ou là-bas, depuis votre pays d'origine, s'ils ont une agence là-bas. Mais ça, ce sont des questions de procédure. Moi, je traite le fond. Parce qu'il arrive souvent que les personnes aient du mal à faire venir leurs enfants. Soit parce qu'on leur reproche de ne pas avoir assez de surface. Vous savez qu'on considère que pour faire venir une personne, vous devez avoir au moins 18 mètres carrés. Selon, c'est modulé en fonction des villes où vous trouvez. À Paris, il y a une tension de logement, la superficie est moindre. Et ça continue. Après 8 mètres carrés par personne, ainsi de suite, c'est dégressif. Donc il faudra montrer que vous avez au moins un logement décent avec une superficie minimale pour faire vivre 2 personnes, 3 personnes, ainsi de suite. Il faudra montrer que vous avez au moins le SMIC. Et ça augmente à 200 €, 120 €, ainsi de suite par personne, jusqu'à 8 personnes, vous pouvez faire venir, si vous en avez les moyens. Mais si ces conditions matérielles sont avérées, on ne peut pas vous refuser ce droit. Si on vous le refuse, systématiquement, il faudra faire un recours. Effectivement, il peut arriver qu'il y ait des éléments connexes concernant votre filiation avec la personne que vous voulez faire venir. C'est le cas d'une personne qui a adopté, par exemple, un enfant dans son pays d'origine. Ça arrive souvent que pour des raisons pratiques, on veut faire venir un enfant qui est l'enfant, par exemple, de mon frère ou de ma soeur, mais qu'il y ait une adoption. À ce niveau aussi, il faut savoir ce que la loi exige comme condition. Il y a une personne que j'ai conseillée avant-hier qui me disait, c'est une personne qui m'a écrit à la radio, que moi j'ai été adopté. J'ai été adopté par un proche, je veux dire, c'est le mari à sa mère et sa mère l'a adopté. Mais ce n'est pas une adoption. Le fait d'être recueilli par des proches, ce n'est pas juridiquement une adoption. L'adoption, c'est formel. C'est un transfert de filiation. Biologiquement, vous êtes le fils de X et Y, mais juridiquement, vous êtes le fils de Z et W. C'est ça l'adoption. On peut faire le transfert que pour l'autorité parentale, ou l'exercice du droit de garde, on peut faire un transfert intégral. Ça veut dire que vos parents biologiques n'ont plus de droit sur vous par rapport à votre civilité. Ce sont vos parents adoptifs, ce qu'on appelle l'adoption plénière. Cette adoption plénière produit les mêmes effets que la filiation biologique. Ça veut dire que c'est comme si c'était vos parents biologiques. Donc si moi, je suis ivoirien, j'ai ma soeur qui est à Yopougon, je veux faire venir son enfant. Je vais là-bas, je fais une adoption plénière. Cet enfant peut bénéficier du regroupement familial si je remplis les conditions matérielles. Le fils ne peut pas dire non. Or, il arrive qu'il cherche la petite bête pour dire ceci ou cela, ou bien pour dire qu'ils vont vérifier au niveau des autorités municipales locales si les actes d'état civil que vous avez fournis ne sont pas fallacieux ou apocryphes. Ça veut dire s'il n'y a pas de la tricherie. Parce que tricherie, il y en a, et ils le savent. Mais malheureusement, ils partent de certains faits pour en faire une induction, pour présumer des a priori que tout le monde est tricheur. Et dorénavant, ils ont l'obligation depuis 2011 de justifier le refus des visas long séjour, parce que même si la préfecture vous donne l'autorisation de faire venir quelqu'un, les autorités consulaires ne sont pas tenues par l'autorisation. Même la PAF, la police aux frontières, peut vous retenir.
Vous pouvez avoir l'autorisation, le maire donne son avis favorable, le FI donne un avis favorable, le préfet prend la décision. Ça veut dire que vous pouvez entrer en France. On envoie les documents, le consulat peut ne pas vous donner le visa, estimant qu'il y a des éléments là-bas, des filiations, des éléments factuels qui sont faux ou bien qui ont été frauduleux. Même si vous l'avez, vous descendez ici à Roissy, la PAF peut détecter des éléments incohérents ou bien des éléments de fraude et refuser votre entrée sur le territoire. Vous serez placé en ZAPI, zone d'attente pour personnes à naissance en vue de votre éloignement. Donc, tout ça, c'est une procédure qui est assez complexe. Mais il faut connaître dans cette procédure quel est l'étendue de vos droits. Parfois, ça se passe là-bas, au niveau du consulat. Ils disent que oui, il n'est pas dit que c'est votre enfant, surtout en cas d'adoption. Mais si vous adoptez et que l'adoption a été faite dans les formes usitées par le droit local, camerounais, béninois, sénégalais, congolais, les autorités ont une compétence liée. Elles ne peuvent pas dire non. Ça ressort de l'article 47 du Code civil, qui dit que les actes d'état civil qui sont faits dans les formes usitées dans le pays d'origine ont une force probante en France. Ça veut dire que ça s'impose en France. Le gouvernement et les autorités françaises ne peuvent pas nier ces actes. Ils ne peuvent pas chercher la petite bête. C'est l'autorité là-bas qui peut chercher la petite bête. J'ai ce cas de figure, c'est hier, pourquoi j'en parle d'ailleurs. On lui a dit, il n'est pas dit que les actes que vous avez donnés par rapport à la filiation, que ces actes-là sont authentiques. Mais ça, c'est aléatoire. D'autant plus que pour le visa, le refus, c'est juste un formulaire, on coche des cases. Ça veut dire que c'est stéréotypé. Or, l'obligation de motivation des actes administratifs est quelque chose de requis depuis longtemps. Depuis 1979, il y a une loi et qui a été réitérée dans le Code des relations entre le public et l'administration, les articles L211 et suivants. L'administration est obligée de communiquer la motivation. Quand c'est comme ça, juste avec un papier, on coche pour dire que oui, il n'est pas sûr que cet enfant-là est votre enfant, ça c'est aléatoire. C'est un abus de droit. Donc ce texte-là, ces décisions devraient être contestées à travers la procédure de recours pour excès de pouvoir, saisir la commission des recours contre les refus de visa qui est en Nantes systématiquement. Que vous soyez ici ou là-bas, vous pouvez le faire quand ça vous arrive. Surtout quand ça porte sur l'affiliation. Parce que j'ai constaté que de plus en plus, n'ayant plus de petites bêtes à chercher, ils vont s'agripper sur l'affiliation pour dire qu'il n'est pas avéré. Même si c'est votre vrai enfant, parfois ils doutent que c'est votre vrai enfant. Automatiquement, j'avais un cas de figure où j'ai dit à la personne, on va demander si c'est votre vrai enfant. J'ai dit, mon frère, dis-moi la vérité. C'est votre enfant ou bien c'est l'enfant du cousin de la cousine de votre bonne? Il me dit, non, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et puis cette année, c'était son enfant. Dans ce cas, il y a des tests qu'on peut faire pour aller vite. Parce qu'eux, ils vont vous dire, ah oui, au bout du compte, l'étranger peut avoir peur de faire ces tests-là. Mais tout ce qui est génétique, tout ce qui est biométrique, c'est plus un secret. On est tous maintenant tracés, vous le savez. On est tracés partout. Voilà. Dès qu'on a les empreintes digitales avec le système européen, tout est tracé, tout est communiqué. Il ne faut pas avoir peur de requérir, de recourir à cela pour pouvoir prouver que l'affiliation est établie et elle est nette. Ça, je vous conseille vivement de le faire. Donc, si on vous reproche que l'acte là-bas n'est pas authentique, il faut savoir que c'est le tort de l'administration française. Même le consulat français de là-bas n'a aucune compétence pour juger ou jauger quelle est la valeur probante d'un acte qui a été fait par l'autorité locale. Le code civil de Napoléon, ce n'est pas nous, c'est 1804. Napoléon a décidé que les actes d'état civil qui ont été élaborés dans nos pays d'origine et qui ont respecté les formes de là-bas, par contre, il faudrait être prudent. Il faut que ça respecte les formes du pays d'origine. Parfois, il y a des raccourcis. Et que nous, on se piège. Je vais au Sénégal, je suis pressé, je vois mon cousin qui est là-bas, je donne 10 000 francs CFA, il me sort l'acte. Le consulat va détecter que vous l'avez eu comme ça, vous n'avez pas respecté. Il fallait un jugement supplétif. Vous n'avez pas de jugement supplétif et on voit en marge de votre état civil que vous êtes né telle période. Ils vont s'agripper sur cette incohérence-là pour dire que vous ne pouvez pas faire venir votre enfant. L'étranger que j'ai reçu hier, c'est ça son problème. L'avocat là-bas, au lieu de passer par la procédure normale, parce que là-bas on se dit, ouais, c'est trop fatigant, j'ai une connexion là-bas. Il vous marque sur le registre d'état civil le nom de votre enfant. Et on sait comment ça se passe. Si c'est là-bas, c'est 10 000 francs, nous on est ici, 100 000 francs. C'est normal, on a plus d'argent. Avec 100 000 francs, vous avez votre acte de naissance. Et fait en bonne et due forme. Mais il y a un numéro. Ils vont vérifier avec le numéro. Ils vont voir au niveau de la souche ce qui est marqué. Le consulat va le vérifier. Et après, s'il voit qu'il y a un jugement supplétif, c'est qu'il est le cas en général quand l'enfant n'a pas été déclaré dès sa naissance, il faut un jugement pour le mettre sur les registres. Ils vont voir que vous n'avez pas respecté les formes là-bas. Ce raccourci va vous causer un problème. Il faut éviter ces raccourcis. Là-bas, ils vont vous le proposer, mais ils ne connaissent pas quel est l'enjeu de ce dysfonctionnement ou de cette tricherie. Votre objectif, c'est de faire venir l'enfant, ce n'est pas d'aller vite. Mieux vaut aller bien, et de courir et après de tomber tout de suite après. Donc, je vous le déconseille si vous voulez faire venir vos enfants, respectez les procédures usitées dans vos pays d'origine. Parce que si vous le faites, vous mettez en faux l'administration française, surtout les consulats qui ne pourront pas vous dire non, votre enfant ne peut pas venir. Donc voilà, maintenant, au regard de tous les refus que je vois à travers mes conseils,
L'élément principal, le nouveau élément qui est la mode, c'est que l'acte n'est pas fait en bonne et due forme en fonction des règles de votre pays d'origine. Donc, comme on le sait, il faudra être prudent à ce niveau-là. Et s'il y a un refus malgré tout, il faut faire systématiquement le recours. S'il y a un refus ici, vous le faites contre l'autorité préfectorale. Si c'est un refus là-bas, on refuse le visa, il faut faire un recours effectivement avec la commission qui est à Nantes contre les refus de délivrance de visa long séjour. Vous avez 2 mois pour le faire, mais il faut le faire systématiquement. Ça, c'est pour le regroupement familial. Maintenant, je vais aborder la nationalité, sachant que je vous donnerai la parole après pour toute question qui vous concerne concernant le regroupement familial.